Evening News. Cérémonie d'ouverture du forum Douane-Entreprise, l'événement a pour but d'informer l'opinion publique de ces réformes ainsi que les missions et les objectifs de la douane malienne. Polémique autour de l'attribution des logements sociaux de Tabakoro dans la journée du lundi 14 février. Les voix se sont levées sur les réseaux sociaux pour dénoncer l'attribution controversée des logements sociaux aux personnes proches de la transition malienne. Dans la page internationale, incendie de Saint-Laurent, les pompiers sécurisent les bâtiments. Comme toujours, c'est un plaisir de vous retrouver sur Joliba TV News. Dames et messieurs, bonsoir. Je vous le disais à l'instant, la deuxième édition du forum Douane-Entreprise s'est tenue ce mardi 15 février 2022 à Bamako. Placé sous le thème « Les principales réformes engagées par l'administration douanière », l'événement a pour but d'informer l'opinion publique de ces réformes ainsi que les missions et les objectifs de la douane malienne. Le compte rendu avec El Hadji Malik Guité et Cheikh Oumar Mariko. Dans le but de renforcer ses capacités et ses revenus, la douane malienne est en phase d'engager de nouvelles réformes. Ces réformes qui sont entre autres la réappropriation de la fonction d'évaluation des marchandises à travers le logiciel Azival des systèmes d'information douaniers Sidonia, la sélectivité automatique des contrôles douaniers sur la base d'une analyse des risques ou encore l'internalisation du centre d'expertise technique CET font l'objet de discussions au cours du forum douane entreprise qui a débuté ce mardi 15 février 2022. Objectif, informer les opérateurs économiques publics et privés de ces réformes en vue du renforcement des partenariats. L'objectif à terme de ces réformes est le renforcement du partenariat indispensable entre les services d'assiette de l'État et le monde des affaires. Je demeure convaincu qu'à l'issue de cette journée, les partenaires de la douane auront une meilleure perception des mesures douanières nouvelles tendant à faciliter et à stimuler les opérations économiques. Le Premier ministre Dr Shogel Kogala Mega, qui a présidé la cérémonie d'ouverture, a tenu à remercier les opérateurs économiques pour leur soutien en cette période de crise. Dans ce contexte, les opérateurs économiques maliens, avec la plus grande célérité et dans un sursaut patriotique, ont répondu à l'appel de la nation en assurant le ravitaillement normal du pays, soulageant ainsi nos braves populations meurtries par la crise. Dans sa mission régalienne, les agents de la douane malienne assurent la protection des différentes frontières du pays, souvent au péril de leur vie. Un sacrifice que le Premier ministre Dr Shogel Kokala Mega n'a pas occulté. Tout de suite, quand vous citez vos missions fiscales, économiques, vous avez des missions particulières. Parmi ces missions particulières, il y a la défense de la souveraineté, de la sécurité, de l'intégrité de notre pays. Et ce n'est pas pour rien que certains douaniers sont dans le collimateur des terroristes. Je voudrais, avec votre permission, au nom du président de la transition du douane, leur rendre un hommage mérité et leur dire, vous dire à leur famille que leur sacrifice ne sera jamais vain. La nation ne les oubliera jamais. Temps fort de cette cérémonie, la présentation de la maquette de la douane malienne avec pour objectif d'informer l'opinion publique des objectifs et missions de la douane malienne qui sont entre autres d'ordre fiscal, économique, mais aussi la protection des frontières en vue de lutter contre les trafics de tout genre. Toujours dans le cadre du forum Douane-Entreprise, le Premier ministre Dr Shogel Kokala Maiga, dans son allocution, a tenu à remercier la douane malienne et les opérateurs économiques pour les efforts fournis dans le ravitaillement du pays des denrées de première nécessité durant cette période de crise et des brouilles diplomatiques. Il est au micro de El Hadji Malik Guité. Je voudrais donc saisir cette occasion pour dire que pendant que les militaires se battent au front, pendant que les forces paramilitaires, la douane, les eaux et forêts, la police risquent eux aussi leur vie tous les jours, pendant ce temps, vous avez les arrières. Dans une guerre, il y a ceux qui sont au front et ceux qui assurent le ravitaillement de ceux qui sont au front. Souvent, la meilleure stratégie, c'est de couper les ravitaillements.
que ceux qui sont au front manquent de tout. C'est ce qu'on a voulu nous imposer. Et vous avez dit non avec le peuple malien. La douane malienne, les services de l'assiette, les opérateurs économiques maliens se sont transformés en des fantassins de l'ombre pour défendre leur pays. Parce que certains avaient misé sur la faim, la crise, pour obtenir un soulèvement. Les opérateurs économiques maliens sont montés au front. Et nous avons vu ces centaines de camions alignés par des opérateurs économiques. Ces centaines de camions qu'on a vus il y a quelques jours. Il y aura 500 autres dans quelques jours. Et notre pays, nos opérateurs économiques, nos douaniers ont montré qu'ils tiennent d'une main sûre le destin économique de notre pays. Nous poursuivons avec ce communiqué de la direction de l'ONG ASDAP. La direction de l'ONG ASDAP constate que depuis quelques jours, une information circule sur les réseaux sociaux faisant état d'une formation à son siège à Faladje-Sema, rue 876, porte 29, moyennant un frais de 50 000 francs CFA assorti d'un contrat de 4 ans avec usurpation de l'identité du directeur exécutif. Il est donc évident que là où les personnes derrière cette information, joignables au plus 223 60 34 35 07 et au 00223 76 78 07 18, cherchent à nuire à la réputation de l'ONG ASDAP et à son directeur exécutif. En conséquence, la direction de l'ONG ASDAP informe l'opinion nationale qu'elle n'est associée ni de près ni de loin à cette fausse information et tient à apporter un démenti formel à cette contre-vérité. Dans la journée du lundi 14 février, les voix se sont levées sur les réseaux sociaux pour dénoncer l'attribution controversée des logements sociaux aux personnes proches de la transition. Pourquoi la polémique et que peuvent être les conséquences de cette crise si rien n'est fait? Élément de réponse dans cet élément signé Ibrahim Aguindo. Lundi 14 février 2022, pendant que les amoureux se témoignaient leur amour, les réseaux sociaux bruissaient et les internautes clamaient leur désamour contre une liste des bénéficiaires des logements sociaux. Sur cette liste figurent beaucoup de proches de la transition qui, selon les opposants à cette décision, est illégale et trahit la promesse de la bonne gouvernance faite par les autorités actuelles qui, sous le gouvernement déchu d'Ibeka, montaient au créneau pour fustiger toutes les décisions controversées du gouvernement. Au premier rang de cette dénonciation, Malik Konaté explique pourquoi cette liste fait polémique. Nous avons constaté la plupart des bénéficiaires, soit ce sont les proches du Premier ministre, ou les proches d'un ministre ou d'un conseiller, ou encore qui sont membres d'un mouvement qui se nomme le mouvement M5. Donc ça fait polémique parce que les gens se sont battus pour un changement. Et le changement, ce n'est pas ce visage-là qu'on est en train de nous montrer. Sur la toile, tous ne condamnent pas cette attribution. Beaucoup pensent que les bénéficiaires des logements sociaux sont aussi maliens et méritent d'avoir ces concessions. Pour M. Konaté, là n'est pas la question. L'attribution des biens de l'État doit plutôt être régie par le système des bras longs. La partie qu'on a réservée uniquement pour les Maliens de l'extérieur, on a attribué à des gens qui n'ont jamais foulé le pied à l'extérieur, qui n'ont jamais franchi la frontière, mais ils sont bénéficiaires. Il y a des gens qui cherchent ces logements sociaux depuis presque 7 ans, on peut même dire, mais ils n'arrivent pas à avoir parce qu'ils n'ont pas de bras longs. Parce que tout simplement, ils n'ont pas vraiment le courage comme les autres d'aller au boulevard de l'indépendance, de prendre les micros, de dire des mots qu'il faut. Cette situation peut découler d'un effritement de la confiance solide dont bénéficiait jusqu'ici le gouvernement malien, pense Malik Konaté. La confiance qui était instaurée, ça va diminuer cette confiance-là. D'abord, le peuple va se dire tout simplement, on vous a fait confiance, mais vous avez trahi le peuple. Parce que vous nous avez toujours prôné, vous nous avez toujours fait savoir que vous êtes là pour le changement, alors que vous êtes en train de faire les mêmes méthodes, les mêmes mécanismes de l'ancien régime. Donc, la confiance ne sera plus rétablie. Même si la confiance est là à 100%, on peut même dire qu'aujourd'hui, la confiance n'est plus comme à 100%, on peut dire à 50%. Donc, tout simplement, je pense que le peuple malien sera toujours regardant parce que nous nous sommes levés.
Le gouvernement de la transition fait face cette fois-ci à un problème interne. Sur sa page Twitter, Kassim Traoré, journaliste, affirme que le président de la transition a ordonné l'ouverture d'une enquête sur cette affaire dite des logements sociaux. Tombouctou, c'est le thème de l'image du jour. Tombouctou, Tinbouk en berbère tamashek, est une commune du Mali, chef-lieu du cercle de Tombouctou et de la région de Tombouctou, située à une douzaine de kilomètres au nord du fleuve Niger. Surnommée la ville aux 333 saints ou la perle du désert, il s'agit d'une ville historique de renommée mondiale, classée par l'UNESCO à plusieurs titres au patrimoine mondial de l'humanité. Le nom Tombouctou viendrait du tamashek Tinbouk, mot issu de la langue des Touaregs, qui aurait fondé la ville au XIe siècle, composé de Tin ou Tim, qui signifie puits ou lieu, et de Boukt, longtemps, ou de Bouktou, le nom donné à une femme Targui, gardienne d'un puits qui vivait là. Tinbouk signifie donc littéralement la lointaine. Djibril Tamsir Niane indique que dans l'histoire générale de l'Afrique, vers 1100, Tombouctou fut fondée par les Touaregs Magkaren. Tombouctou est situé à la frontière de l'Empire du Ghana, mais celui-ci est déjà affaibli par la poussée almoravide, la sécheresse et la déforestation. La ville est alors une étape sur la route transsaharienne des caravanes de l'or et devient un centre commercial de plus en plus important. En 1240, Soundiata Keïta annexe ce qui reste de l'Empire du Ghana et Tombouctou intègre l'Empire du Mali naissant. Elle en devient un de cœurs commerciaux. Si échange dattes, tabac, sel, verre, bijoux et produits manufacturés européens venus de ou par l'Afrique du Nord, ainsi que le sel or blanc de Tombouctou apporté de Taoudéni et Tegaza en plaques de 30 kg chacune. À partir de 1325, le 10e empereur du Mali, Mansa Moussa, fait construire par l'architecte Abou Ishaq Es-Saeli la mosquée Djingari-Ber, achevée en 1328. En 1353, le voyageur tangérois Ibn Battuta visite la ville. L'Arila, important livre écrit par ce dernier, est le plus ancien texte traitant de la ville de Tombouctou et de l'Empire Sangoui. Au XVe siècle, la construction de la mosquée de Sankoré, qui comprend une médersa et est aux dimensions de la Kaaba, est à l'origine d'une université islamique d'une très grande renommée dans toute l'Afrique de l'Ouest. Jusqu'à 25 000 étudiants fréquentent la ville sous le régime de Soni Alibert ou Soni le Grand. Tombouctou est prise par Soni Alibert, l'empereur Sangoui, en 1458. L'actualité internationale avec Cheikh Oumar Mariko. Les recherches continuent toujours depuis l'explosion mortelle survenue lundi dans les Pyrénées-Orientales en France. C'est une explosion qui a eu lieu dans un commerce de Saint-Laurent de la Salac, provoquant la mort d'au moins 8 personnes ce lundi 14 février. Elle a également fait une trentaine de blessés, dont un homme de 27 ans qui a été grièvement touché. Il s'est jeté par la fenêtre du deuxième étage en cherchant à échapper aux flammes. La victime a été évacuée en état d'urgence absolue vers le CHU de Montpellier. Selon les secouristes, l'onde de choc s'est même propagée jusqu'au bâtiment en face de l'immeuble où l'explosion s'est produite. Les pompiers reprennent donc la recherche d'éventuelles d'autres victimes et procèdent à la sécurisation des bâtiments. Cet incident d'habitation est l'un des plus meurtriers vécus en France au cours de ces 10 dernières années. En septembre 2015, 8 personnes dont 2 enfants avaient trouvé la mort dans l'incident criminel d'un immeuble accueillant des familles immigrées à Paris. Les faits avaient été déclenchés par l'un des locataires. Célébrée partout dans le monde, la fête de Saint-Valentin qui offre l'occasion aux couples de s'offrir des cadeaux en preuve d'amour est devenue presque une tradition en Palestine. En raison de la situation économique dégradée, la Saint-Valentin ne fait plus beaucoup de recettes à Gaza. C'est une mauvaise période. Les ventes diminuent d'année en année et la situation s'aggrave. La Saint-Sylvestre était meilleure il y a 15 ou 16 ans. Cette grande différence est due à la stagnation économique actuelle et de la situation difficile de la baisse des salaires. Même si c'était une fête à l'origine chrétienne, les musulmans en Palestine ne restent cependant pas en marge de cette célébration. En tant que musulmans, nous célébrons 2 fêtes, l'Aïd el-Fitr et l'Aïd el-Adha. Nous partageons et célébrons Noël, la Saint-Sylvestre, la fête du printemps égyptien, la Saint-Valentin et toutes les autres fêtes. Mais malheureusement,
Le monde ne partage aucune des préoccupations du peuple palestinien. Les Palestiniens sont très majoritairement des musulmans sunnites. Selon les estimations, les chrétiens représentaient entre 3 et 6% de la population. D'après des sondages, cela n'empêche en aucune manière la population à célébrer d'habitude le Saint-Valentin dans un pays qui enregistre une très forte présence de l'islam. Des habitants de Shanghai fêtent ce mardi 15 février 2022 la fin du nouvel an chinois. Pour l'occasion, les habitants allument de l'encens dans un temple bouddhiste et font la queue pour acheter le plat traditionnel tangwa et visitent une installation de lanternes dans un site touristique historique pour marquer le début du jour du nouvel an. C'était aussi une chance raisonnable pour les amants de se retrouver. Il est célébré le 15e jour du premier mois lunaire, c'est généralement en février ou mars selon le calendrier grégorien. Dans le passé, le festival des lanternes était aussi connu sous le nom de Saint-Valentin chinois. Il y avait des restrictions pour les jeunes filles à sortir et le festival des lanternes était une excellente occasion pour elles de trouver l'amour tout en profitant des feux d'artifice et des spectacles de lanternes colorées. C'était aussi une chance raisonnable pour les amants de se retrouver. L'échange impossible est l'intitulé de l'œuvre de l'artiste malien Cheikh Diallo, exposée à la 18e édition de Ségou Art. Présentant une cinquantaine de pots contenant des nœuds de fil rouge et qui convergent tous vers un point commun, l'échange impossible est une œuvre qui semble questionner les causes des crises politiques et sécuritaires en Afrique. Reportage Youssouf Kone et Bakoro Banyari. Le designer malien de formation et de métier Cheikh Diallo est également un artiste conceptuel. L'une de ses dernières œuvres exposées à Ségou Art 2022 est une installation atypique intitulée L'échange impossible. L'œuvre est composée de 54 pots, symbolisant certainement les 54 pays du continent africain. Ces pots faits de terre cuite contiennent des nœuds de fil rouge et convergent tous vers un point commun. L'œuvre semble questionner le rapport entre les pays africains et l'Occident. L'œuvre, on l'a intitulé L'échange impossible. Pourquoi impossible? Parce qu'il s'agit de 54 récipients contenant quelque chose, parce que je ne peux pas nommer la chose, qui est convoitée et qui converge vers un seul point. Mon rôle, c'est de poser des questions. Le rôle de l'artiste conceptuel est de poser des questions. Nous aussi. Le rouge est la couleur dominante dans cet échange impossible entre les deux parties. Quelle est donc sa symbolique dans cette installation? La couleur rouge est une couleur qui m'est obsessionnelle. Le rouge, c'est la vie. L'être humain, sous sa peau, quelles que soient ses origines, c'est du rouge en dessous. On enlève le rouge, on enlève la vie. En face de l'œuvre principale, un tapis de format rectangulaire, presque entièrement troué est accroché au mur. Il semble fatigué et suscite une vague de questionnements chez le visiteur. Moi, je suis obsessionnel. Plastiquement, je trouvais que les impacts de balles qui sont plutôt mentales que physiques, il y a des continents, des pays qui en ont reçu. Mais dans ce cas précis, c'est un carré plein d'impacts, troués, qui font que le cadre demeure toujours le même. C'est une invitation à rester toujours debout. Les 54 pots qui composent l'œuvre ne sont pas de la même couleur ni de la même taille. La question de la diversité s'impose. La différence des couleurs dans la terre est un hasard de la cuisson. Mais l'Afrique, elle est grande, elle est multicolore. Tout le monde n'est pas noir. La terre d'ici et la terre du nord et la terre du centre, vous les comparez, vous trouverez qu'elles sont différentes dans leur pigmentation. Et est-ce que les êtres humains ne sont pas pareils? L'art conceptuel est un mouvement artistique apparu au milieu des années 60 aux États-Unis et au Royaume-Uni. C'est un mouvement qui accorde plus d'importance aux idées et aux concepts qui sous-tendent une œuvre d'art plutôt qu'aux aspects visuels de l'œuvre produite. On l'aurait compris à travers l'échange impossible dont le message domine l'aspect visuel, aspect que chaque visiteur est libre de commenter. J'invite le spectateur à faire son propre commentaire. Un mot de sport avant de clôturer cette édition. Depuis juin 2021, l'ancien président de la CAF, Confédération africaine de football, Issa Hayatou, était sous le coup d'une suspension d'un an de toute activité liée au football, infligée par la Fédération internationale de football, association FIFA. Le point avec Amadou Tolo. Justice pour Issa Hayatou.
En effet, le 17 juin 2021, la Chambre de jugement de la Commission d'éthique de la FIFA avait attribué 1 an de suspension à l'ex-président de la CAF en raison d'un contrat avec la société Lagardère Sport pour commercialisation des droits de marketing de la CAF, contraire aux principes concurrentiels. Une décision contestée par Issa Hayatou. Ce dernier avait interjeté le 24 août 2021 auprès du tribunal arbitral du sport. Cette Cour suprême du sport mondial a dévoilé ce vendredi 4 février 2022 son verdict qui innocente le requérant. En plus de l'annulation de la décision de sa commission d'éthique, le tribunal arbitral des sports TAS condamne la FIFA à contribuer aux frais de justice de M. Issa Hayatou qui est réputé, suivant la phrase du TAS, n'avoir violé aucune disposition du code d'éthique de la FIFA, a indiqué l'institution indépendante basée à Lausanne en Suisse. La contre-attaque d'Issa Hayatou lui a donc permis de reconquérir son honneur. Le dirigeant camerounais qui a dirigé la CAF de 1988 à 2017 a été plusieurs fois accusé de corruption ou de mauvaise gestion. Mais à chaque fois, l'homme de 75 ans réussit à sortir blanc des accusations. Hayatou a eu gain de cause contre la FIFA, à lui d'en tirer profit. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente suite de programme sur Joliba TV News. Joliba Evening News.